Minck. Bonsoir Alain Minck. Vous êtes conseiller politique, vous êtes économiste, vous êtes essayiste, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'école des mines et vous avez fait l'ENA. Donc, tout ça pour Éric Zemmour. Pour plaire à Zemmour. Voilà. C'était toujours l'objectif de ma vie d'ailleurs, depuis le début. C'était dans l'objectif de votre venue dans cette émission. Vous êtes une éminence grise. À 12 ans, je voulais plaire à Zemmour. Vous susurrez à l'oreille des puissants. Hier, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui plutôt Alain Juppé. On en reparle dans quelques instants, mais d'abord c'est le QCM. Ah. Alors c'est un rite dans cette émission, on vous pose quelques questions pour prendre un peu la température. Première question, 4% de bonnes opinions pour François Hollande, c'est déjà beaucoup, franchement injuste, ou ça ne peut que remonter? Les trois. Messieurs. Ah, les trois c'est déjà beaucoup. Oui. Non, la question, c'est est-ce qu'il peut se représenter avec 4%? Il va se représenter. On nous le dit qu'il a droit dans les yeux, moi j'ai un doute. Mais j'en suis convaincu. Moi j'ai parié le contraire. Et puis plus Valls lui mord les mollets, plus ça lui donne envie de se représenter. Est-ce qu'il lui mord vraiment les mollets, Valls, ou il se prépare pas? À mon avis, il trouve qu'il lui mord les mollets. Pour moi, une certitude absolue. Il va se représenter. S'il n'y va pas, il faut bien que quelqu'un se prépare un peu quand même. Oui, mais Valls a raison, mais je trouve que Valls se comporte de manière respectable. Je suis sûr que l'on va se représenter. Mais il ne peut pas descendre plus bas, si, sinon... Il reste 3%. Ah oui. Alors, Macron président, c'est pour 2017, 2022, 2027 ou jamais? Écoutez, je lui avais un jour dit, avant qu'il fasse 2-3 bêtises, que je voterais pour lui en 2027 si mon Alzheimer n'était pas excessif. Quel type de bêtises? Alors, il m'avait répondu, pour faciliter les choses, j'essaierai d'aller plus vite. Bêtise, c'est qu'il n'aurait pas dû se lancer, c'est trop tôt. Mais la deuxième bêtise, beaucoup plus grave à mon avis politiquement, c'est que ni gauche ni droite, ça n'existe pas. Macron, il aurait dû dire, je suis un homme de gauche et je veux réussir ce que ni Michel Rocard ni Jacques Delors n'ont pu faire, c'est-à-dire métamorphoser la gauche. Mais c'est quel électorat, ça? Mais la deuxième gauche, ça existe, c'est pas littéraire. Mais non, c'est pas. Vous savez bien qu'en politique, c'est comme les journaux. Les journaux ne meurent jamais et les électorats. Le Parti communiste est mort quand même. Il a du mal à mourir. Non, mais d'accord. Non, c'est pas quand je dis les morts, vous comprenez. Non, c'est pas comparable. La gauche libérale, ça existe. Oui, ça existe, mais c'est pas grand-chose en France. Oui, mais là, il s'est mis dans un espace à la Michel Jobert. Enfin, nous savons qui est Jobert. J'ai dit un jour ça à Macron, mais évidemment, j'ai compris qu'il était né après Jobert. C'est là qu'on voit qu'il est jeune. Parce que lui, à la différence de ce qui a été dit sur le maire, c'est vrai que lui, il est nouveau. Parce que le maire, il est depuis 15 ans dans le système. Or, en politique, on n'a pas l'âge de ses artères, on a l'âge de sa présence. Est-ce que vous ne mésestimez pas, justement, que maintenant, n'importe qui, quasiment, peut incarner l'antisystème sur une base très fragile? Moi, franchement, j'aime beaucoup Macron, mais je pense, et il le sait, qu'il ne peut pas incarner l'antisystème. Parce qu'il est le fils chéri de grands talents du système. Alors, il me répond, mais je n'ai pas voulu dire, je voulais dire le système politique. Mais je ne suis pas d'accord non plus, parce que la monarchie française, justement, est capable de prendre des gens à l'extérieur. Ça commence avec Georges Pompidou, ça passe par Jacques Delors, par Robert Badinter, par Raymond Barre, par Thierry Breton, par lui. Donc, il est l'incarnation du système. Vous êtes bien placé pour savoir que Minck... non, vous allez voir pourquoi je vais dire ça. Que Macron, c'est un Minck en plus jeune, c'est les habits neufs de l'idéologie dominante. Donc, j'ai jamais eu des ambitions comme non, mais vous comprenez ce que je veux dire, idéologiquement. Non, mais je pense qu'il ne peut pas dire qu'il est anti-système, c'est tout. C'est pas ce qu'on entend en discutant avec des électeurs de base qui disent c'est quelque chose de nouveau. Ils en ont tellement marre de voir les autres. Il n'est pas encore rentré dans l'atmosphère. Quand il va se déclarer, la vie va devenir un tout petit peu plus rude. Mais c'est ce qu'on a dit de Trump pendant longtemps. Mais c'est un type de talent. Il va se déclarer pour vous la semaine prochaine. Ça, il ne m'a pas fait de confidence. Mais vous le pensez? Je pense qu'il va se déclarer. Je pense qu'il s'est mis en haut du toboggan. Maintenant, c'est difficile de quitter le toboggan par l'escalier. Alors, troisième question. Si Sarkozy est battu à la primaire de la droite, il s'effacera derrière le gagnant, il renoncera définitivement à la politique ou il se présentera quand même? Alors là, j'ai une certitude absolue. C'est que
il s'effacera derrière le gagnant et qu'il le fera avec élégance. Sarko, c'est un boxeur. C'est-à-dire, pendant le match de boxe, il peut donner un petit coup de pied à son adversaire, mais après, il lève le bras du vainqueur s'il a gagné. Et la preuve en est la manière dont il s'est comporté à l'égard d'un Hollande qu'il déteste et qu'il méprise en 2012. Donc, j'ai pas le moindre doute. Je réponds oui à la première question. La deuxième question, est-ce qu'il renoncera à la politique? Je ne sais pas. Mais d'aucuns pensent que ces attaques multiples contre François Bayrou vont lui permettre de légitimer le fait de se présenter quand même. Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. C'est un sportif et comme les sportifs, il accepte. Il adore la victoire et il accepte la défaite. Bon, on reparlera de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Quatrième question, avec Donald Trump président, on va se marrer, on va pleurer ou on va finir par regretter George Bush Jr. Et nous, Européens, on va finir par regretter George Bush Jr. parce qu'on en reparlera peut-être. Je pense que les vrais perdants de cette épouvantable histoire, ce sont les Européens. Parce qu'il a replié le parapluie de l'OTAN. Et j'aimerais pas aujourd'hui être estonien, letton ou lituanien. Ou polonais. Polonais, bon, peut-être pas quand même. Mais que une fois que vous avez dit, non, mais une fois que vous avez dit que la garantie n'est plus automatique. Vous ne pouvez pas redire, je me suis trompé, elle est automatique. Vous avez créé un doute. Donc il est bien clair que son ami Poutine, à un moment ou un autre, va le tester. Zemmour. Non, mais c'est une discussion qu'on a eue au début de l'émission avec les deux invités américains. Mais moi, je ne suis pas, comme d'habitude, pas d'accord avec vous. Je pense que l'OTAN n'a plus de justification depuis la chute de l'Union soviétique. Et que c'est simplement un effet de domination américain. Et on sera très content d'être débarrassé de l'OTAN. Oui, ça dépend. Ça nous obligera au moins à nous armer. Ah, alors, je suis inquiet que nous soyons au début de l'émission. C'est toujours un peu Je comme pense ça. qu'en effet, pour un Européen maladif comme moi, c'est une très bonne nouvelle en revanche, Trump. Je vous vois venir, j'ai compris. Bien sûr, vous avez compris. Oui, mais il n'y aura pas de défense européenne. Mais non, mais attendez. À la limite, entre les Allemands et les Français. Mais voilà, mais c'est une très bonne nouvelle. Mais moi, je suis pas et puis en plus, de ce point de vue, ça redonne une certaine noblesse à la position française, parce qu'en matière économique, on est des nains, mais en matière militaire, on est les plus forts. On est les plus, enfin, on les n'est moins pas faibles. géants, mais les on est moins moins faibles. faibles. Les moins faibles. Non, mais Et ça, Dieu merci, quand on voit des événements comme ça, on se dit heureusement qu'on a quand même dans un coin de notre besace une force de frappe. Ça va quand même avoir de grandes conséquences économiques aussi. Non, ça je crois pas. Oui, immédiate, mais bon, d'abord ce type, c'est quand même, comme tous les capitalistes, c'est un empirique. Hein. D'ailleurs, vous avez entendu son discours ce matin, c'était incroyable. Vous avez entendu c'est assez étonnant. Le discours. Oui. Moi, président de tous les Américains. Moi, j'ai un copain c'est que normal. vous connaissez tous, qui m'avait dit. Tu verras, il gagnera la primaire. Tu verras, il sera élu. Tu verras, c'est un cynique qui a fait une OPA et immédiatement, il deviendra empirique. Et ce copain, ça a été votre patron, c'est Gisbert. Non, mais ça, c'est votre truc à vous et Gisbert. Vous croyez que tout le monde est aussi cynique que vous. Non, mais c'est une théorie assez répandue. Et le discours de ce matin était très troublant quand même. Très troublant. Ouais. L'hommage à Madame Clinton. Oui, Mais très appuyé. Très appuyé. Non, mais ça doit être un classique. Il n'était pas obligé de classique. payer Lui, autant. Oui, mais il voulait la justement, mettre pas en lui. tôle. Oui. C'est pas un classique. C'est la première fois qu'il y a un type qui veut mettre en tôle son adversaire. concurrent, sa concurrente. Bah, elle est pas loin, quand alors, même, donc, enfin, je veux dire, moi, je trouve que cette histoire est quand même. Non, mais accordez-moi, parce que là, on démarre sur notre conversation. Accordez-moi quand même que la victoire. Parce qu'avant, c'était du fleuret. Non, parce qu'avant, j'attendais gentiment les questions. Accordez-moi quand même que Trump, après le Brexit, c'est quand même la grande défaite d'Alain Minc, c'est la grande défaite de la mondialisation heureuse. Ce sont les peuples qui se réveillent contre la mondialisation malheureuse. Et que là, vous devriez. C'est comme Solers tout à l'heure. J'attends des mea culpa. J'attends de Minc qui me disent oui, on sort de la mondialisation heureuse. J'ai pris 2 claques en 3 mois. Alors, d'abord. Vous pourriez rajouter 2005 à votre liste. Oui, bien sûr. Mais on va d'abord. C'est plus vieux encore. D'abord, on va faire un peu de précision avant de shooter. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup et qui est intéressante sur la manière dont on présente les sondages. Là, la moyenne des sondages d'hier, avant-hier, c'était un écart de 1,7% en faveur de Mme Clinton. 1,7%. C'est-à-dire dans la marge d'erreur. De la même manière que le Brexit était dans la marge d'erreur. Et au fond... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que la pensée dominante, comme vous dites, fait qu'elle interprète un sondage dans le sens qui la rassure. Qu'elle veut entendre. Mais que le rapport de force du Brexit et le rapport de force de Trump, ils étaient sur la table. D'accord. Bon, Okay. je pense par exemple que si il y avait eu, le New York Times avait titré
Trump vers la victoire, je n'exclus pas que Mme Clinton eût été élue. Donc, ce que je veux dire... Mais arrêtez, attendez, vous avez perdu, vous avez perdu. Mais non, répondez sur le fond. Mais attendez, c'est pas... Là, ça, c'est le fond. C'est parce que vous êtes en train de m'expliquer... C'est pas vraiment le fond, ça. Non, c'est mais pas le fond, c'est de la chicanerie. Vous êtes en train de m'expliquer le peuple. Oui. Ah, très bien. Donc, si je comprends bien, les hispanos qui ont voté pour Mme Clinton à 85%. Les Noirs qui ont voté pour Mme Clinton, ils appartiennent aux élites. Bah, tant mieux, ça veut dire c'est une démocratie. Non, mais vous m'amenez tout sur un plateau. Non. Oh non, oh non. Ah si, parce que c'est exactement comme le Brexit. Il y a aujourd'hui, on a vu à Londres à voter massivement contre le Brexit, il y a aujourd'hui une alliance entre les élites mondialisées, comme disait Chevènement, et les nouveaux peuples qui se sont installés avec la complicité des élites pour leur servir de livreurs de sushis. Oui, c'est exactement ça, c'est ça. Et il y a une alliance entre ce peuple-là qui va remplacer l'ancien peuple et les élites nouvelles qui ont trahi l'ancien peuple. Et les anciens peuples anglais, français, américains se révoltent contre les deux. Monsieur Zemmour. Oui, monsieur. J'étais sûr que vous alliez dire oui, vous m'apportez tout sur un plateau, moi je prends. Vous devriez dire plutôt, vous qui stigmatisez les formes de communautarisme, qu'en effet la situation américaine a abouti à ce que les Blancs peu diplômés se vivent comme une communauté. À l'instar des autres communautés. Ils vont être mis en minorité. Mais bien sûr qu'ils vont être mis en minorité. Bon, mais c'était votre position sur le Brexit. Vous avez dit c'est Downton Abbey qui a gagné. C'est l'alliance de Downton Abbey et des ouvriers. Vous avez dit exactement, ce référendum n'est pas la victoire des peuples sur les élites, mais des gens peu formés sur les gens éduqués. C'est exactement, c'est pour vous, c'est la même chose. Mais vous nous avez fait Guizot. Vous devriez avoir honte de cette interview. Vous nous avez fait Guizot faisant le plaidoyer du suffrage censitaire. Mais j'ai pas fait le suffrage censitaire. Je dis qu'il faut regarder qui vote. Assumez, ils sont trop pauvres, ils sont trop cons pour voter. C'est ça que vous avez dit. Non, attendez, arrêtez, vous n'allez pas si loin. J'ai dit qu'on peut analyser quand même, quand vous regardez qui vote en fonction de quoi. D'ailleurs, soyez cohérents. Les élites mondialisées, comme vous dites dans votre jargon, ce sont les gens qui ont des diplômes, que je sache. Donc en effet, l'effort social, moi je suis 10 fois plus marxiste que vous. Non, ça c'est difficile. C'est difficile. C'est pas difficile. Bon, l'effort social, ça existe. Alors après... Eh ben alors, c'est ce que je viens de vous dire. Mais non, je n'admets pas que vous employiez le mot peuple. Vous me parleriez... C'est le vieux peuple, c'est l'ancien peuple. Vous parleriez c'est le peuple de souche. Vous parleriez de force sociale. Non. Je sais que ça vous embête, mais c'est le peuple de souche contre le peuple immigré. Non. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ce qu'on entend chez Zemmour, c'est la même chose qu'on entend chez Christophe Guilluy. C'est-à-dire qu'il y a une supériorité morale du peuple qui n'est jamais d'ailleurs argumentée par quoi que ce soit. Christophe Guilluy, géographe, classé à gauche, idole de toutes les droites, ce qui est une situation un peu difficile. Pour lui, à vivre pour lui. Là n'est pas le débat. Donc, c'est pas possible. On ne peut pas analyser à travers un seul paramètre. Mais je suis bien d'accord. Donc il y a effectivement cette révolte contre les élites. Cette alliance de revers avec vous me réjouit. Il dit des bêtises, alors évidemment ça vous réjouit. C'est qu'il faut quand même... Il y a tout un paramètre. Non mais écoute, tu vas me dire c'est anecdotique. Moi je constate quand même que le Ku Klux Klan appelle à voter pour Donald Trump. Le Ku Klux Klan... Pourquoi pas le fils d'Hitler pendant que Tigre... Non, le fils d'Hitler n'a pas appelé, mais le Ku Klux Klan a appelé. C'est des arguments bidons, ça... Il y a tous les gens, tous les reportages, tu vois les gens qui n'ont jamais supporté qu'il y ait un demi-noir à la Maison Blanche. Tu vois des gens qui ne supportaient pas une femme. Qui ne voulaient pas une femme. J'ai entendu une interview l'autre jour. Et alors ne me dis pas la monarchie française a interdit les femmes aussi pendant 1000 ans, et c'était la grandeur de la grande monarchie française. Ne dis pas que c'est la révolte des peuples contre la compétition des élites. Parce que la déconstruction américaine par le féminisme, par les minorités, a servi... ma phrase et je vous laisse... Non, mais je vais venir à votre secours. Si vous m'autorisez, ça vous vexe peut-être. Non, mais j'allais par exemple dire quelque chose. Je pense qu'une certaine part de la population américaine s'est vengée du fait qu'elle a eu un président noir. Et qu'après un noir, il ne voulait pas d'une femme. Je veux dire, il faut prendre les gens avec leurs réactions telles qu'elles sont. Il y aurait eu un démocrate. Le vice-président, Mme Clinton, aurait été candidat, il aurait été élu. Et je finis ma phrase, Eric. Il y avait une interview l'autre jour d'Américains de l'Ohio, un des États indécis, qui disait non, nous, c'était le couple qui parlait,
nous ne voulons pas d'une femme, on vient déjà d'avoir 2 mandats avec un musulman. C'est-à-dire qu'encore, en 2016, il est non seulement noir, mais musulman. Bon, donc il y a quand même cette Amérique, tu ne veux pas la voir, parce que tu as, tu as sanctuarisé et sanctifié le peuple. Il y a dans ce vote Trump quelque chose d'extrêmement composite, qui est vrai en partie dans ce que tu dis, mais qui n'explique pas tout. Attendez. Toi, tu mets tout, et tu dis simplement... Comme disent les Américains dans leur langage, je ne peux pas être plus d'accord. Voilà. Avec ce que vous avez dit, Quentin Grimoire. Mais pourquoi Non, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire ce que je pense. Je ne suis pas en désaccord. D'être minoritaire, ça vous fait du bien, Zemmour, de temps en temps. L'Amérique moisie. Je suis tout le temps minoritaire sur les plateaux. Je suis majoritaire dans le pays, c'est pas pareil. Majoritaire au pays, on n'en est pas encore là. Vous n'êtes pas encore ministre de la Culture, Madame Le Pen. Oh non, pas ministre de la Culture. Alors, Zemmour, vous vouliez... Bon, non, mais attendez. Il a cité qui? Il a quand même accepté implicitement l'idée qu'il accepterait d'être ministre de Madame Le Pen. Non, j'ai pas dit ça, je ne dément pas. Il a dit je mérite mieux. Bah oui. Donc il a accepté l'idée. Bien sûr. Ça fait longtemps, vous devriez venir plus souvent. Zemmour. Bon, je peux répondre? Bon. Qu'il y ait... Vous avez dit vous-même, tous les deux tout à l'heure, que dans des votes, il y a plusieurs considérations. Ah, c'est déjà tout n'est pas haut de gamme dans des motivations de vote, pour les uns ou pour les autres. Il y a dans moi j'ai vu des interviews des gens favorables à Hillary Clinton, comme j'avais vu des gens favorables au Remain contre le Brexit, une arrogance de classe inouïe, un mépris de classe inouï. C'est pas plus flatteur pour les partisans d'Hillary. Mais attendez, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a, tu as cité Guy Louis tout à l'heure, il y a ce qu'on a découvert avec Trump, il y a une Amérique périphérique, comme il y a une France périphérique, qui correspond à ce que j'analyse, et qui est simplement qui se révolte, qui ne veut pas crever. C'est tout ce que je dis. Vous venez de le dire avec des mots, j'ai aucun problème avec votre dernier propos. Évidemment qu'il y a des inégalités qui, pour une part, ont pris une dimension plus géographique qu'auparavant. Social et bien sûr, tout se mêle. Mais tout se mêle dans un phénomène de marginalisation. Non, mais là, vous le dites dans un langage très châtié. Mais pourquoi C'est parce que j'ai une bonne influence sur lui. Mais non, mais c'est pas un langage châtié. Parce que notre alliance de revers l'a désarçonné. Mais pas du tout. Mais arrêtez. Non, reconnaissez. Non, mais j'ai pas besoin de reconnaître. Je suis le premier à avoir dit 100 fois, le capitalisme fabrique des inégalités. Et quand il tourne à pleine vitesse, il fabrique à pleine vitesse des inégalités. N'essayez pas de m'enfermer dans le seul comportement économique et social. C'est économique et social, et c'est ethnique, et c'est presque civilisationnel. Alors le temps passe, Eric, on va arriver. On va prendre un avion, quitter New York et arriver en France. Mais c'est le même sujet. Justement, vous avez noté le lien. Oui, pas mal. Pas mal. On va parler de Sarkozy qui a eu des mots... de Nicolas Sarkozy qui a eu des mots durs pour vous. Il a dit ce n'est pas la fidélité qui l'étouffe. Est-ce que vous suivez sa campagne? Parce que regardez ce qu'il a dit lundi soir à Neuilly. Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. C'est ça la République. On est un peu loin de la France éternelle de Charles de Gaulle qu'on évoquait avec Philippe Solers et de Victor Hugo. Est-ce que la République désormais... Sarkozy. J'ai pris parti pour Alain Juppé en janvier 2015. Donc pas à l'époque où les sondages fabriquaient des enthousiasmes. Nous nous sommes expliqués, après que j'ai pris parti publiquement avec Nicolas Sarkozy. Notre désaccord est un désaccord politique. Et c'est un désaccord de fond. Alors, quant à l'histoire de la fidélité, il sait ce que je pense de cette déclaration. Je ne suis pas un homme politique qui lui doit un mandat. Je ne suis pas un féal avec un suzerain. Ouais. Et à mon avis, depuis 30 ans, je lui ai apporté plus qu'il m'a apporté. Oui, donc c'est un autre sujet. Revenons au fond du sujet. Voilà. Le fond du sujet, c'est que je trouve cette phrase misérable. C'est tout. Je trouve cette phrase misérable. La phrase de dire qu'ils prennent 2 cornets de frites parce qu'ils n'ont pas une tranche de jambon. Est-ce que la campagne française est en voie de trumpisation? Enfin, vous voyez, la campagne a été grossière aux États-Unis quand même. La pire campagne. Mais d'abord, je pense qu'on confond une campagne de primaire et une campagne nationale sont 2 choses tout à fait différentes. Mais Trump, il a fait les primaires. Oui, mais les primaires américaines, c'est pas tout à fait les primaires françaises. Et à la limite, vous me permettrez de faire du Zemmour en disant qu'il n'y a qu'à regarder
la composition sociologique des électeurs des primaires. Ce ne sont pas les mêmes. Donc la trumpisation, je pense qu'elle n'est pas payante pour des primaires. Après, que le populisme soit extrêmement puissant en France, ça c'est une évidence. Il a encore une chance pour vous, Nicolas Sarkozy. Il a encore une chance pour vous, Nicolas Sarkozy? Oui. Écoutez, je pense que la manière dont il fabrique de tout scrutin auquel il participe un référendum pour ou contre lui fait qu'il y a une armée de réserve entre les deux tours immense, immense d'anti-Sarkozy. Ça, je suis d'accord. Zemmour? Non, mais ça, je suis d'accord avec la dernière analyse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il perdra aussi. Il est là, il perdra au second tour. Tout le monde se coalisera contre lui. Je suis d'accord avec vous. Et même des gens qui n'auront pas voté au premier tour. Absolument. Mais, beaucoup. Mais en revanche, sur le coup de la double ration de frites, je trouve ça très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Et je pense depuis toujours, et d'ailleurs depuis la campagne de 2007, depuis la campagne de 2012, encore plus depuis le livre de Patrick Buisson, que Sarkozy a le don de gâcher les vrais sujets. Il a un vrai sujet qui est immigration, islam, identité nationale, laïcité. Et il le prend par des petits bouts de lorgnette. Pourquoi? C'est pas par inintelligence. On le connaît suffisamment bien tous les deux qu'il est très intelligent. Non, on est d'accord. Très intelligent. Il le fait parce qu'il ne veut pas traiter la réalité des sujets. Il veut gagner tactiquement sur cette tendance qu'on appelle populiste, etc. Mais il ne veut pas aller au fond des sujets. Il ne veut pas traiter le sujet du droit du sol. Il ne veut pas traiter l'islam. Il ne veut pas. En vérité, il a pris position. Pas du tout. Il sur refuse. Le droit du sol, Éric, cet été, bien sûr. Pas du tout. Il a dit que le droit du sol, c'était la France. Ce qui est une connerie monumentale. Il avait dit ça entre les deux tours, et je m'en félicitais de 2012. Oui, vous savez très bien que c'est une connerie. Non, il a dit qu'il voulait revenir. La France, c'est pas un pays ancien. Mais il l'a mis en cause là parce que. Il l'a mis en cause récemment. Il ne met rien en cause. Il met en cause par petits bouts. Et d'ailleurs, il se corrige immédiatement quand il dit, et ça, le Buisson le montre très bien, quand il dit récemment « nos ancêtres les Gaulois », ce qui était pas du tout méprisable, au contraire, c'est ça qui a fait la France. Immédiatement, le lendemain, il dit « ah oui, mais aussi d'aimer Césaire ». C'est ça, Sarkozy. Non, mais il faut quand même analyser la phrase là, sur les frites, là, quand même. Parce que d'abord, en effet, c'est la trumpisation, c'est-à-dire que c'est dire une phrase qui va être reprise d'un point de vue médiatique. Mais ça, il a toujours fait ça, Sarkozy, il n'a pas attendu Trump pour savoir faire ça. Ensuite, sur le fond de cette affaire des cantines scolaires, si on veut analyser, ça voudrait dire qu'une cantine scolaire, ce serait le seul lieu au monde, quasiment, où on n'aurait droit qu'à du porc, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix entre deux trucs. Partout dans le monde, on aurait le choix, sauf dans une cantine scolaire. Ensuite, vous parlez d'intelligence. Est-ce que c'est de l'intelligence politique? Parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il creuse l'écart avec le centre, parce qu'une déclaration comme ça, les gens raisonnent. Bon, sans gagner une seule voix sur la droite. On a dit qu'il est très intelligent, en effet, mais là, politiquement, mais à mon avis, c'est la maladresse des habits. Politiquement, je pense qu'il s'est trompé de campagne. Il fait campagne dans une primaire, comme s'il poursuivait sa campagne de 2012 devant le peuple français. Or, la campagne de la primaire et la campagne de la présidentielle, ce sont deux choses différentes. Ensuite, cette histoire de menu, mais enfin, on n'a qu'à faire un menu végétarien, et puis c'est terminé. Mais non, mais c'est grotesque. Mais de toute façon, je suis pas d'accord. De toute façon, un pays qui vit la fin du mois d'août avec le burkini et l'automne avec le double cornet de frites, on s'accroche. Non. Mais là, c'est là que vous avez tort. C'est Sarko qui gâche un vrai sujet. Le burkini est un vrai sujet. C'est une prise de territoire par des symboles religieux. La cantine est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui en banlieue, il a raison là-dessus, des tables de musulmans. Les musulmans disent non, toi tu viens pas avec nous, tu viens pas à notre table. C'est un autre sujet. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais si, c'est ce qu'il a dit dans son truc. Il a dit qu'il y a du jambon. Il y a des vrais sujets. Pour les Français, de ce discours restera le double carnet de frites. Vous avez dit, vous, que Juppé était le seul rempart possible contre Marine Le Pen. Le meilleur rempart de très loin, je le pense profondément. Oui. Raffarin a déclaré aujourd'hui que Marine Le Pen peut gagner. Mais je pense que l'avantage de Juppé comme rempart contre Marine Le Pen, c'est qu'il est le seul candidat issu de la droite auquel ne manquera au deuxième tour de la présidentielle, aucune voix de gauche. Or, la gauche, elle n'est pas morte. La gauche, elle est entre 30 et 33% de ce pays. Bon, et qu'on le veuille ou non, l'addition de ces voix et des voix de gauche fait qu'il écrasera Marine Le Pen. Monsieur Minc, vous avez tout à fait raison, il écrasera Marine Le Pen, mais comme d'habitude, et c'est vraiment intéressant, je trouve, historiquement, on a eu mai 81 à gauche
quelques mois après Thatcher et Reagan. Et là, on va avoir Juppé quelques mois après le Brexit et Trump. On est toujours en décalage. Et Juppé le payera très cher. Non, mais j'étais sûr que vous allez me dire que si mon raisonnement est juste dans 6 mois, il est faux dans 5 ans. Non, bah sinon, non, pas dans 5 ans. Sinon, pas dans vous 5 me ans, très décevriez. vite. Très vite. Non. Non, mais on peut toujours prédire non, mais c'est intéressant, je trouve. Est-ce que c'est pas on essaie d'analyser les forces en présence. Est-ce qu'on peut toujours définir l'avenir, au moins présidentiel, de la France comme le rempart contre le Front National? C'est ça le problème. Maintenant, le Front National décide de tout. On décide du candidat uniquement. Attendez, il y a l'irruption. Est-ce que Juppé est bon pour la France? Il y a l'irruption d'un phénomène politique nouveau dans cette République qui dure depuis 50 ans. C'est qu'il y a un candidat issu de l'extrême droite, populiste. Parce que c'est très compliqué, il y a 2 fronts nationaux. Une des raisons pour lesquelles je souhaite si ardemment que Juppé casse les reins de Mme Le Pen électoralement, c'est que je pense que le Front National peut éclater. Et d'ailleurs, si vous avez lu le livre très intéressant de Grégoire Kaufmann, on sait bien qu'il y a 2 fronts nationaux. Il y a celui du Nord, qui est laïque, national-communiste. Oui, mais vous qui êtes son compagnon de route, vous ne pouvez pas admettre ce que je suis en train de dire. Absolument pas compagnon de route, je vais vous répondre. Et celui du Sud, qui est libéral en économie, intégriste religieusement, et qui est d'une nature différente. Ces gens-là sont unis, comme dans tout parti politique, par l'espoir du pouvoir. Si c'est Sarkozy, moi je pense qu'il battra Mme Le Pen. Mais il la battra 55-45. La seule partie de la gauche qui se déplacera sera limitée pour le faire gagner. Bon, c'est pas la même chose. À ce moment-là, ils restent unis parce qu'ils se disent au coup d'après, ça passe. Si vous êtes 30 ou 32, leur tension interne, une fois qu'on a réglé ça, qu'est-ce que Juppé propose pour la France qui vous séduit chez lui? Parce qu'on ne peut pas non plus tout mettre sur le... Non, mais Juppé propose, si vous voulez, une espèce de contrat qui consiste à dire, quand je rendrai les clés du camion, le moteur tournera. C'est-à-dire un certain nombre de mesures économiques qu'il faut prendre. Alors j'entendais votre débat avec les 2 porte-paroles des 3e et 4e de la primaire. J'ai du mal à imaginer l'un ou l'autre second. Qui était de dire non sur le degré de libéralisme. Je pense que le programme de Juppé est à peu près la ration équilibrée de ce que ce pays peut accepter et qu'il faut faire. Voilà. Deuxièmement, je pense que c'est paradoxalement le candidat le plus âgé. Remarquez, grâce à M. Trump, on ne parlera plus d'âge en matière électorale. C'est déjà ça. Exactement. Ce sujet est terminé. En réalité, c'est le seul qui dit le pays n'est pas que malheureux. Il y a des malheureux, mais il y a une capacité de mouvement et d'optimisme dans ce pays. Je pense que c'est bizarrement le seul qui parle de confiance. Parce qu'on est dans un étrange pays. Je veux dire... Les Français interrogés sur la France, en effet, donnent une réponse qui peut plaire à Zemmour. Ils sont plus pessimistes sur la France que les Afghans sur l'Afghanistan, ce qui est quand même un truc qu'on n'invente pas facilement. Et en revanche, vous interrogez les mêmes sur leur destin individuel, dans les mêmes proportions, ils sont optimistes. Vous n'allez pas nous faire ce coup-là, attendez, vous aussi, pas vous. Attendez, non, ça n'a rien d'incompréhensible quand même. Mais si, c'est très compréhensible. Donc, je pense qu'il faut jouer sur le levier, il faut dire aux gens, il y a un effort à faire. On va le faire, mais on va s'en sortir. Ce pays reste un pays assez exceptionnel. Et quand on voit la tiers-mondisation de l'Amérique, on se dit quand même qu'il n'y a rien de mieux que les valeurs européennes et qu'au sein des valeurs européennes, on est un porte-parole décent. La politique, c'est d'abord de la psychologie ? C'est aussi de la psychologie. Parce que là, c'est très psychologique. Mais c'est bien le problème, ça a bien été le problème de François Hollande. François Hollande, il est arrivé, il a cru qu'en économie, avec le capital et le travail. Il avait oublié simplement qu'il y a un 3e facteur de production qui s'appelle la confiance, qu'Alain Peyrefitte était un des types à avoir remarqué. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans, François Hollande? Il a passé son temps à essayer de reconstruire la confiance qu'il a gâchée dans les 6 premiers mois. Je laisse de côté son côté salle de rédaction, parce qu'il nous a aussi appris que l'Élysée était une salle de rédaction. Ça peut arriver, un débat, un 2e tour Hollande-Le Pen? Si c'est un 2e tour Hollande-Le Pen, évidemment que je vote François Hollande, mais je crains malheureusement qu'on ne soit pas 50% dans ce cas-là. C'est-à-dire, je pense profondément que Marine Le Pen battrait François Hollande. Mais ça n'arrivera pas, vous le savez très bien. Ça n'arrivera pas. Je passe sur votre analyse du Front National. Je ne suis aucunement un compagnon de route, mais en revanche, je pense que vous avez tort, parce que vous oubliez que fondamentalement, les deux Fronts nationaux que vous décrivez, qui existent, sont liés chez les électeurs par un point commun qui est la question islamique. Et que vous ne voulez pas voir, et que c'est la question qui lie les électeurs du Nord, les électeurs du Sud, et qui lie d'ailleurs également les électeurs du Front Nat
aux électeurs des Républicains. C'est ce que Juppé ne veut pas. Une réponse rapide, c'est ce que Juppé ne veut pas à la fin de C'est ce que Juppé ne veut pas voir. Non, mais là-dessus, nous avons un désaccord. Je pense que le ressort de la société française n'est pas simplement sa relation à l'islam. C'est un sujet important et difficile, mais ça n'est pas la quintessence de toute chose. Mais rien n'est la quintessence de toute chose. Mais comme c'est le fonds de commerce d'Éric Zemmour, c'est à ses yeux la quintessence de toute chose. Rien n'est la quintessence de toute chose, vous savez, rien. Mais il faut voir les sujets qui importent aux Français. Vous avez Juppé d'une naïveté confondante là-dessus. Écoutez, un type qui a son âge, on ne peut pas lui reprocher à la fois d'avoir son âge et de ne pas être naïf. Oui, moi je pense qu'il est très naïf. C'est la fin de ce débat. Je crois que vous devez partir. Donc on vous laisse partir. Merci infiniment d'être venu débattre avec nous. Avant de se quitter, un moment de grâce et de beauté. Voici Alba Ventura pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici, c'était off. Bonsoir à tous. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez nous parler de ce que vous voulez. Non, de l'élection américaine. Mais non, mais je voulais poursuivre sur les élections américaines parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été très visionnaire. Bon, pas par Zemmour. Merci, quand même. Et alors à l'Élysée, je ne vous dis pas, vous vous rendez compte que les conseillers de François Hollande, à 18 h hier soir, n'avaient préparé qu'une seule lettre de félicitations, celle destinée à Hillary Clinton. Et c'est vrai qu'il n'était pas visionnaire. Mais d'ailleurs, au mois d'octobre dernier, François Hollande, regardez ce qu'il disait. Quelle que soit la présidente qui sera élue au mois de novembre. Elle n'est pas très visionnaire, pas très prudent. Oui, c'est vrai, un peu comme nous, les journalistes, je le concède. Là, c'est un peu différent, c'est l'attrait du bon mot. Il n'a pas pu résister au bon mot, quoi. Sans doute. Mais a-t-il pu vous résister, Alba? Oui, je crois que vous moi, je lui résiste, en tout cas. Vous l'avez vu, vous aussi, non? Bien sûr, oui, je n'en tire pas de gloire, mais je fais aussi partie des journalistes qui sont parfois invités à l'Élysée. Alors, je vous le dis... Ne me regardez pas moi. Avant. Oui. Maintenant que vous êtes devenu idéologue, vous n'allez plus déjeuner à l'Élysée. Absolument. Non, mais je retiens moi ce que disait Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde. Le journalisme, c'est le contact et la distance. Il suffit juste de bien doser le contact. Voilà. Alors, c'est... J'aime beaucoup. Je ne savais pas que le journalisme était aussi proche du jésuitisme, mais c'est très bien. C'est très bien. Il faut gérer le contact. Donc, non, mais c'est intéressant de voir le président malgré tout, parce que... On se dit, ce monsieur, il doit être au fond du trou avec ce qui lui arrive, avec les sondages en berne, avec des amis qui se détournent, qui pensent à voter peut-être même pour Manuel Valls, avec une situation compliquée dans le pays. On se demande comment est-ce qu'on va le trouver. Alors, vous savez comment je l'ai trouvé? Il avait frais comme un gardon, gai comme un pinson. Ça, c'est l'amour, Alba. Pas vraiment. Tant qu'il n'est pas fait comme un rat. Non, mais écoutez, il est lucide lorsqu'il explique que le risque de ne pas être au second tour est bien là, que la primaire rabaisse la fonction présidentielle, mais qu'il ne voit pas comment il pourrait y échapper dans la mesure où sa candidature ne s'impose pas. C'est lucide, ça, de dire ça. Et alors, il est résolument optimiste, hein, vous le savez mieux que moi, lorsqu'il affirme qu'il a confiance dans la campagne qui s'annonce, la campagne qui permettra de clarifier les enjeux, de clarifier les personnalités et d'enrayer l'idée que tout serait perdu. Pour lui, l'élection n'est pas jouée. Et vous avez bu un café avec Alain Juppé. J'en ai de la chance. Moi, je fais un métier formidable. Oui, c'est un métier tellement difficile. Non, Alain Juppé qui s'amuse à distribuer les bons et les mauvais points. C'est assez drôle après le deuxième débat de la primaire. Alors, par exemple, il a trouvé Nathalie Kosciusko-Morizet très bonne. En revanche, il estime que ça ne prend pas pour Bruno Le Maire. Et il a jugé que François Fillon avait tiré son épingle du jeu. Alors François Fillon, vous savez, est allé voir Alain Juppé à la fin du débat et il lui a dit tu sais qu'on va peut-être se retrouver là tous les deux. Donc il y croit vraiment, François Fillon, puisqu'il a confié ça à Alain Juppé. Il pense qu'il va être la surprise de cette primaire. Et on le voit, hein, d'ailleurs, il y a une bonne remontée pour François Fillon en ce moment dans les sondages. Donc peut-être qu'il se retrouvera au second tour. Alors, Alba, après tous les livres des candidats de droite, on attend les candidats de gauche. Voilà, maintenant, ce sont eux qui s'y mettent parce qu'il va y avoir la primaire en janvier, à gauche, 22 et 29 janvier. Alors, Arnaud Montebourg est en pleine écriture. Un livre un peu plus personnel. Il avait fait quelque chose de plus programmatique avant. Vous savez, c'est ce fameux livre qu'il avait fait imprimer en Italie pour le chantre du fabriqué en France, ça la foutait mal. Il y a aussi Benoît Hamon qui écrit en ce moment un livre. Alors lui, ce sera plutôt une série d'entretiens. Il ne sait pas encore si ce sera un livre classique ou bien publié sur le web. Un livre, c'est un dialogue avec la France des invisibles. Vous savez, la France des invisibles, des oubliés, la majorité silencieuse, tout ça. Ils nous en font des vertes et des pas mûres. En tout cas, Benoît Hamon, il a maintenant son affiche de campagne. Je vais vous la montrer.
Elle est pas mal, je trouve. Alors, vous voyez son slogan, « Faire battre le cœur de la France », c'est un slogan qu'il a écrit, brainstormé, si je puis m'exprimer ainsi, avec ses copains de la fac. Voilà. Ça rappelle de battre, mon cœur s'est arrêté. Voilà, mais là, c'est faire battre le cœur de la France. Lui, il a trouvé ça sobre et solaire, en toute simplicité. Bon, et Emmanuel Macron, alors, mais Emmanuel Macron aussi, il écrit. Mais oui, il écrit un livre. Alors là, c'est top secret. Mais alors, on sait que c'est autour du 10 décembre. Vous avez vu que ça s'agite beaucoup quand même autour de d'Emmanuel Macron. Oh oui, ça va beaucoup se vendre, effectivement. Donc on sait que c'est autour du 10 décembre. Il prépare un grand meeting, son premier grand meeting le 10 décembre. Hier, ses amis ont laissé fuiter l'idée qu'il pourrait se déclarer officiellement le 10 décembre. En tout cas, ce livre, en ce moment, il est lu et relu par les conseillers. Et il y a même Madame Macron, Brigitte, qui l'a lu, ce livre. Et alors, vous savez ce qu'elle a dit? Il est un peu trop littéraire et pas assez didactique. Donc, mon coco, tu reprends tes c'est une ancienne prof. Hein. Voilà. Ouais. C'est vrai que les femmes, elles se mêlent pas mal de politique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pas nous, hein. Les femmes d'Éric. Les femmes des politiques. Mais celle de Nicolas Dupont-Aignan, Valérie, vous ne la connaissez pas. Non. Mais elle a carrément corrigé son tract. Vous la connaissez? Elle a carrément corrigé son tract. Alors, je ne sais pas si vous voyez les petites ratures. Voilà, sur le tract. Elle lui a dit, écoute, il faut que tu sois plus direct. Tu es candidat à la présidentielle, tu n'es pas candidat à la présidence du Conseil général. Et il l'a écouté. Il l'écoute beaucoup, sa femme Valérie. Ça me ramène sur terre, dit-il. Et Madame Dupont-Aignan, elle a pas mal de caractère. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, pour faire de la politique, il faut avoir d'énormes problèmes. C'est vrai que dit comme ça, ça ramène sur terre. Ah, merci beaucoup, Olba. Merci à tous les trois. On se quitte, attendez, on se quitte en se disant qu'il faut relire Debord, Montaigne et pour vous, Aude Lancelin. On mettra aussi ces phrases, vous noyez un océan de poissons, que vous avez dites, Éric, et vous êtes comme Talleyrand, vous trahissez vos propres trahisons. Je crois qu'avec ces phrases, restez zen. On se retrouve la semaine prochaine. De retour dans Gémeaux et Nolo, dernière partie, on accueille maintenant Alain Minc. Bonsoir Alain Minc. Vous êtes conseiller politique, vous êtes économiste, vous êtes essayiste, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'école des mines et vous avez fait l'ENA. Donc, tout ça pour Éric Zemmour. Pour plaire à Zemmour. Voilà. C'était toujours l'objectif de ma vie d'ailleurs, depuis le début. C'était dans l'objectif de votre venue dans cette émission. Vous êtes une éminence grise. À 12 ans, je voulais plaire à Zemmour. Vous susurrez à l'oreille des puissants. Hier, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, plutôt Alain Juppé. On en reparle dans quelques instants, mais d'abord, c'est le QCM. Ah. Alors c'est un rite dans cette émission, on vous pose quelques questions pour prendre un peu la température. Première question, 4% de bonnes opinions pour François Hollande, c'est déjà beaucoup, franchement injuste ou ça ne peut que remonter? Les trois. Messieurs. Ah les trois c'est déjà beaucoup. Oui. Non, la question, c'est est-ce qu'il peut se représenter avec 4%? Il va se représenter. On nous le dit qu'il a droit dans les yeux, parce que moi j'ai un doute. Mais j'en suis convaincu. Moi j'ai parié le contraire. Et puis plus Valls lui mord les mollets, plus ça lui donne envie de se représenter. Est-ce qu'il lui mord vraiment les mollets, Valls, ou il se prépare pas? À mon avis, il trouve qu'il lui mord les mollets. Pour moi, une certitude absolue. Il va se représenter. S'il n'y va pas, il faut bien que quelqu'un se prépare un peu quand même. Oui, mais Valls a raison, mais je trouve que Valls se comporte de manière respectable. Je suis sûr qu'il va se représenter. Mais il ne peut pas descendre plus bas, si. Sinon... il reste 3%. Ah oui. Alors, Macron président, c'est pour 2017, 2022, 2027 ou jamais? Écoutez, je lui avais un jour dit, avant qu'il fasse 2-3 bêtises, que je voterais pour lui en 2027 si mon Alzheimer n'était pas excessif. Quel type de bêtises? Alors, il m'avait répondu, pour faciliter les choses, j'essaierai d'aller plus vite. Bêtise, c'est qu'il n'aurait pas dû se lancer, c'est trop tôt. Mais la deuxième bêtise, beaucoup plus grave à mon avis politiquement, c'est que ni gauche ni droite, ça n'existe pas. Macron, il aurait dû dire je suis un homme de gauche et je veux réussir ce que ni Michel Rocard ni Jacques Delors n'ont pu faire, c'est-à-dire métamorphoser la gauche.
Mais c'est quel électorat, ça? Ben, la deuxième gauche, ça existe. C'est pas mais c'est mort. Mais non, c'est pas. Vous savez bien qu'en politique, c'est comme les journaux. Les journaux ne meurent jamais et les électorats. Le Parti communiste est mort quand même. Ben, il a du mal à mourir. Non, mais d'accord. Mais quand je dis les morts, vous comprenez. Non, c'est pas comparable. La gauche libérale, ça existe. Oui, ça existe, mais c'est pas grand-chose en France. Oui, mais là, il s'est mis dans un espace à la Michel Jobert. Enfin, nous savons qui est Jobert. J'ai dit un jour ça à Macron, mais évidemment, j'ai compris qu'il était né après Jobert. C'est là qu'on voit qu'il est jeune. Parce que lui, à la différence de ce qui a été dit sur le maire, c'est vrai que lui, il est nouveau. Parce que le maire, il est depuis 15 ans dans le système. Or, en politique, on n'a pas l'âge de César Terre, on a l'âge de sa présence. Est-ce que vous ne mésestimez pas, justement, que maintenant, n'importe qui, quasiment, peut incarner l'antisystème sur une base très fragile? Moi, franchement, j'aime beaucoup Macron, mais je pense, et il le sait, qu'il ne peut pas incarner l'antisystème. Parce qu'il est le fils chéri de grands talents du système. Alors, il me répond, mais je n'ai pas voulu dire, je voulais dire le système politique. Mais je ne suis pas d'accord non plus, parce que la monarchie française, justement, est capable de prendre des gens à l'extérieur. Ça commence avec Georges Pompidou, ça passe par Jacques Delors, par Robert Badinter, par Raymond Barre, par Thierry Breton, par lui. Donc, il est l'incarnation du système. Vous êtes bien placé pour savoir que non, vous allez voir pourquoi je vais dire ça. Que Macron, c'est un Minc en plus jeune, c'est les habits neufs de l'idéologie dominante. Donc, j'ai jamais eu des ambitions comme non, mais vous comprenez ce que je veux dire, idéologiquement. Non, mais je pense qu'il ne peut pas dire qu'il est anti-système, c'est tout. C'est pas ce qu'on entend en discutant avec des électeurs de base qui disent c'est quelque chose de nouveau. Ils en ont tellement marre de voir les autres. Il n'est pas encore rentré dans l'atmosphère. Quand il va se déclarer, la vie va devenir un tout petit peu plus rude. Mais c'est ce qu'on a dit de Trump pendant longtemps. Mais c'est un type de talent. Il va se déclarer pour vous la semaine prochaine. Ça, il m'a pas fait de confidence. Mais vous le pensez? Je pense qu'il va se déclarer. Je pense qu'il s'est mis en haut du toboggan. Maintenant, c'est difficile de quitter le toboggan par l'escalier. Alors, troisième question. Si Sarkozy est battu à la primaire de la droite, il s'effacera derrière le gagnant, il renoncera définitivement à la politique ou il se présentera quand même? Alors là, j'ai une certitude absolue, c'est que il s'effacera derrière le gagnant et qu'il le fera avec élégance. Sarko, c'est un boxeur. C'est-à-dire, pendant le match de boxe, il peut donner un petit coup de pied à son adversaire, mais après, il lève le bras du vainqueur s'il a gagné. Et la preuve en est la manière dont il s'est comporté à l'égard d'un Hollande qu'il déteste et qu'il méprise en 2012. Donc, j'ai pas le moindre doute. Je réponds oui à la première question. La deuxième question, est-ce qu'il renoncera à la politique? Je sais pas. Mais d'aucuns pensent que ces attaques multiples contre François Bayrou vont lui permettre de légitimer le fait de se présenter quand même. Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. C'est un sportif et comme les sportifs, il accepte. Il adore la victoire et il accepte la défaite. Bon, on reparlera de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Quatrième question, avec Donald Trump président, on va se marrer, on va pleurer ou on va finir par regretter George Bush Jr. Et nous, Européens, on va finir par regretter George Bush Jr. parce qu'on en reparlera peut-être. Je pense que les vrais perdants de cette épouvantable histoire, ce sont les Européens. Parce qu'il a replié le parapluie de l'OTAN. Et j'aimerais pas aujourd'hui être estonien, letton ou lituanien. Ou polonais. Polonais, bon, peut-être pas quand même. Mais que une fois que vous avez dit, mais une fois que vous avez dit que la garantie n'est plus automatique. Vous ne pouvez pas redire, je me suis trompé, elle est automatique. Vous avez créé un doute. Donc il est bien clair que son ami Poutine, à un moment ou un autre, va le tester. Zemmour. Non, mais c'est une discussion qu'on a eue au début de l'émission avec les deux invités américains. Mais moi, je ne suis pas, comme d'habitude, pas d'accord avec vous. Je pense que l'OTAN n'a plus de justification depuis la chute de l'Union soviétique. Et que c'est simplement un effet de domination américain. Et on sera très content d'être débarrassé de l'OTAN. Oui, ça dépend. Ça nous obligera au moins à nous armer. Ah, alors, je suis inquiet que nous soyons au début de l'émission. C'est toujours un peu je comme pense ça. qu'en effet, pour un Européen maladif comme moi, c'est une très bonne nouvelle en revanche, Trump. Je vois, j'ai compris. Bien sûr, vous avez compris. Oui, mais il n'y aura pas de défense européenne. Mais non, mais attendez. À la limite, entre les Allemands et les Français. Mais voilà, mais c'est une très bonne nouvelle. Mais moi, je suis pas et puis en plus, de ce point de vue, ça redonne une certaine noblesse à la position française, parce qu'en matière économique, on est des nains, mais en matière militaire, on est les plus forts. On est les plus, enfin, les moins faibles. Géants, mais les on est moins moins faibles. faibles. Les moins faibles. Et Dieu merci, quand on voit des événements comme ça, on se dit, heureusement qu'on a quand même dans un coin de notre besace une force de frappe.
Ça va quand même avoir de grandes conséquences économiques aussi. Non, ça je crois pas. Oui, immédiate, mais bon, d'abord ce type, c'est quand même, comme tous les capitalistes, c'est un empirique. Hein. D'ailleurs, vous avez entendu son discours ce matin, c'était incroyable. Vous oui, avez entendu c'est assez étonnant. Le discours. Oui. Moi, président de tous les Américains. Moi, j'ai un copain ça, que normal. vous connaissez tous, qui m'avait dit. Tu verras, il gagnera la primaire, tu verras, il sera élu, tu verras, c'est un cynique qui a fait une OPA, et immédiatement, il deviendra empirique. Et ce copain, ça a été votre patron, c'est Gisbert. Non, mais ça, c'est votre truc à vous et Gisbert. Vous croyez que tout le monde est aussi cynique que vous. Non, mais c'est une théorie assez répandue. Et le discours de ce matin était très troublant quand même. Très troublant. Ouais. L'hommage à Madame Clinton. Oui, très appuyé. Très appuyé. Non, mais ça doit être un classique. Il n'était pas obligé de C'est pas lui. Oui, mais justement pas lui. C'est pas un classique. C'est la première fois qu'il y a un type qui veut mettre en tôle son concurrent, sa concurrente. Bah, elle est pas loin. Alors, donc. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que cette histoire est quand même... Non, mais accordez-moi, parce que là, on démarre sur notre conversation. Accordez-moi quand même que la victoire... Parce qu'avant, c'était du fleuret. Non, parce qu'avant, j'attendais gentiment les questions accordez-moi quand même que Trump, après le Brexit, c'est quand même la grande défaite d'Alain Minc, c'est la grande défaite de la mondialisation heureuse. Ce sont les peuples qui se réveillent contre la mondialisation malheureuse. Et que là, vous devriez... C'est comme Solers tout à l'heure. J'attends des mea culpa. J'attends de Minc qui me disent oui, on sort de la mondialisation heureuse. J'ai pris 2 claques en 3 mois. Alors, d'abord... Vous pourriez rajouter 2005 à votre liste. Oui, bien sûr. Mais c'est plus vieux encore. D'abord, on va faire un peu de précision avant de ajouter. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup et qui est intéressante sur la manière dont on présente les sondages. La moyenne des sondages d'hier, avant-hier, c'était un écart de 1,7% en faveur de Mme Clinton. 1,7%. C'est-à-dire dans la marge d'erreur. De la même manière que le Brexit était dans la marge d'erreur. Et au fond... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que la pensée dominante, comme vous dites, fait qu'elle interprète un sondage dans le sens qui la rassure. Qu'elle veut entendre. Mais que le rapport de force du Brexit et le rapport de force de Trump, ils étaient sur la table. D'accord. Bon, okay. Je pense par exemple que si il y avait eu, le New York Times avait titré Trump vers la victoire, je n'exclus pas que Mme Clinton eût été élue. Donc, ce que je veux dire... Arrêtez, vous avez perdu, vous avez perdu. Mais non, répondez sur le fond. Mais attendez, c'est pas... Là, ça, c'est le fond. C'est parce que vous êtes en train de m'expliquer... C'est pas vraiment le fond, ça. Non, c'est pas le fond, c'est de la chicanerie. Vous êtes en train de m'expliquer le peuple. Oui. Ah, très bien. Donc, si je comprends bien, les hispanos qui ont voté pour Mme Clinton à 85%. Les Noirs qui ont voté pour Mme Clinton, ils appartiennent aux élites. Bah, tant mieux, ça veut dire que c'est une démocratie. Non, mais vous m'amenez tout sur un plateau. Non. Oh non. Ah si, parce que c'est exactement comme le Brexit. Il y a aujourd'hui, on a vu à Londres à voter massivement contre le Brexit, il y a aujourd'hui une alliance entre les élites mondialisées, comme disait Chevènement, et les nouveaux peuples qui se sont installés avec la complicité des élites pour leur servir de livreurs de sushis. Oui, c'est exactement ça, c'est ça. Et il y a une alliance entre ce peuple-là qui va remplacer l'ancien peuple et les élites nouvelles qui ont trahi l'ancien peuple. Et les anciens peuples anglais, français, américains